Bonjour, je voudrais en ce début d'année académique 2016-2017 dire et présenter tous mes vœux de bienvenue à la nouvelle promotion de licence 1 de Total, qu'on appelle licence PME-PMI. Je m'appelle Jean-Martin Colly, j'ai un double ancrage scientifique, sociologue et psychosociologue. La sociologie nous permet de manière disciplinaire d'interroger globalement ce qu'on appelle les systèmes, les groupes, et la psychosociologie nous permet d'interroger les individus, acteurs dans des systèmes collectifs. Donc c'est bénéficiant de cette double approche de psycho et de psychosociologie que j'aurai à collaborer avec vous sur une thématique intitulée comme suit, la théorie des organisations. Très rapidement, pour vous relater mon parcours, j'ai été formé à Bordeaux 2, où j'ai obtenu mon doctorat. Par la suite, je suis rentré au Sénégal suite à une carrière de 15 années en Europe, pour collaborer dans un premier temps avec deux structures. La première structure, c'est l'Institut Mariste d'enseignement supérieur, au sein duquel je suis directeur des études. La deuxième structure, c'est le CESAC, à savoir la maison qui est la vôtre aujourd'hui, au sein de laquelle j'ai commencé par travailler sur des questions relatives à la méthodologie du mémoire, et puis petit à petit, avec la psychosociologie, on m'a confié des enseignements sur la théorie des organisations et tout ce qui touche à l'organisation de manière globale. Je collabore maintenant avec une troisième structure qu'on appelle l'UKO Saint-Michel. J'y travaille toujours sur des questions organisationnelles en psychosociologie des organisations. Pour ce qui nous concerne de manière directe et plus urgente, nous allons partager un moment sur la théorie des organisations. Et quand on dit théorie, j'imagine un peu les réactions des uns et des autres. Ils vont dire, tiens, nous aurons affaire à la relatation d'une connaissance plus ou moins absconce. Je vous rassure, messieurs, dames, il s'agira de quelque chose de pratique en relation avec ce que vous faites en milieu professionnel. Cet enseignement, je l'articule. Quand je dis je l'articule, je lui donne sens à travers des éléments clés. À la suite de notre première rencontre qui a concerné dans le premier cours la psychosociologie, cette fois-ci, nous allons toucher à des éléments importants de la théorie des organisations. Dans un premier temps, nous aurons un moment de partage sur un élément clé de vos pratiques en organisation qu'on appelle le pouvoir. Donc le premier grand chapitre de cet enseignement-là va toucher à la question du pouvoir en milieu organisationnel. Et les questions qu'on se pose quand on parle du pouvoir, c'est qu'est-ce que le pouvoir? C'est une question importante parce que tant qu'on n'aura pas saisi le sens du concept, mais quand je dis le sens, dans ses résonances pratiques, tant que nous n'aurions pas saisi le sens, nous ne pouvons pas en valider, en vérifier ou en mesurer les expérimentations pratiques en milieu professionnel. Et donc ce chapitre nous permettra de comprendre ce qu'est le pouvoir, de qui est concerné par ce qu'on appelle les relations du pouvoir, et de comment un individu, en situation professionnelle, s'intègre dans ce qu'on appelle des relations ou des jeux de pouvoir. Et j'insiste sur la notion de jeu. Jeu, J-E-U-X, ce qui signifie que le pouvoir est quelque chose de mouvant. Il n'est pas statique, au contraire, c'est un élément dynamique. La théorie des organisations nous permet de comprendre que le pouvoir est quelque chose de dynamique qui interpelle les acteurs dans une situation professionnelle. Premier grand moment, et je pense pour vous, ce seront les premiers bouleversements. Je ne le dis pas de manière péremptoire, rassurez-vous, je le dis du simple fait que l'approche qui touche à cette question-là peut inverser vos relations professionnelles. Le deuxième grand moment de cette rencontre sur la théorie des organisations va toucher à ce qu'on appelle le changement en milieu organisationnel. Ce chapitre est lié au premier. Si vous êtes en situation de pouvoir, il vous arrivera, messieurs, dames, régulièrement d'être à l'initiative de ce qu'on appelle des mutations, des modifications. Vous déciderez de faire ceci, vous déciderez de faire cela. Ce qui signifie que par une action qui est la vôtre, vous allez modifier ce qu'on appelle le cours des choses autour de vous. D'abord, qu'est-ce que le changement? Qui est concerné? En quoi consiste-t-il? Et qu'est-ce qu'il occasionne comme attitude? Qu'est-ce qu'il occasionne comme comportement? Qu'est-ce qu'il occasionne comme effet? Bien entendu, je crois que la chose la plus simple, la plus partagée, c'est ce qu'on appelle les résistances, parce que le changement est souvent en proie à des phénomènes de résistance. Et pour ne pas tomber dans ces phénomènes de résistance, je vous donnerai des clés pour réussir ce qu'on appelle une introduction du changement. Comment faire en sorte que lorsque vous serez en position de décideur, vous introduirez le changement sans pour autant que les acteurs concernés par le changement résistent. Ça résonne comme un élément de pratique, ça résonne aussi comme un élément de connaissance et de concept.
Le troisième chapitre va toucher à la décision. Le pouvoir, le changement, la décision. C'est comme si un manager disait, j'ai le pouvoir, je peux changer les choses, c'est à moi de décider. La décision est un chapitre qui se situe, je dirais, à mi-parcours. Du simple fait qu'elle n'est pas uniquement professionnelle. Nous décidons tous les jours dans nos vies. Je peux décider de prendre le car, je peux décider de prendre ma voiture, je peux décider de prendre un taxi, ainsi de suite. Ce qui signifie que nous prenons par jour de multiples décisions. Vous pouvez me renvoyer la question qui consiste à savoir, mais comment se fait-il que les scientifiques s'intéressent à la décision? Sachant que tout le monde décide, y compris les plus jeunes, les moins responsables, y compris ceux qui sont en situation de tutelle. Nous nous intéressons à des décisions du simple fait que lorsque nous décidons en tant que responsables, nos décisions vont engager d'autres personnes. Et donc à partir du moment où nos décisions engagent d'autres collaborateurs, nous sommes ce qu'on appelle un décideur. Le décideur est un individu qui, lorsqu'il décide, engage d'autres individus dans son sillage. D'où le fait qu'il faut construire, voire structurer sa décision. Et donc dans ce chapitre-là, nous allons revisiter ce qu'on appelle le processus décisionnel selon les 7 éléments clés de la décision, depuis le déclenchement jusqu'à l'évaluation de la décision. C'est un processus. Et en tant que manager ou futur manager, nous allons vous entraîner à maîtriser ce processus-là pour qu'il devienne pour vous quelque chose qui résonne comme un élément de praticabilité quotidienne. Je dois décider, je remets en perspective le processus décisionnel. À savoir, j'ai dans ma tête ce qu'on appelle un algorithme. L'algorithme part d'un point 1 à un point 7, qui me permet à chaque fois de structurer et surtout d'étayer et d'argumenter mes décisions. Dernier élément du chapitre de ce cours, c'est la crise et la gestion de crise. Nous vivons dans nos structures organisationnelles des crises. Elles peuvent être quotidiennes, elles peuvent être périodiques. Néanmoins, la crise participe des relations humaines. Il n'y a pas de relations humaines sans crise. Et en tant que manager, quelquefois, nous pouvons nous trouver démunis face à la crise. Quelle réaction? Comment identifier une crise? Est-ce une crise entre deux personnes? Est-ce une crise entre une personne et un service? Est-ce une crise entre deux services? Ou bien est-ce une crise entre mon organisation et une autre organisation? Ou bien est-ce une crise entre mon organisation et l'environnement au sein duquel elle est installée? Tous ces éléments-là méritent d'être identifiés pour mieux apprécier ce qu'est une crise et ensuite pour mieux y apporter des éléments de réponse ou de rémédiation. Comment, à partir de l'identification d'une crise, peut-on proposer des éléments qui nous permettent de gérer les crises? Crise et gestion de crise. On va gérer les crises parce qu'on a compris dont il est question et on va les gérer en mettant en place un système spécifique et particulier, et j'insisterai même conjoncturel, qui nous permet, nous, en tant qu'organisme ou organisation concernés par les crises, de juguler les crises. C'est un outillage que le manager a besoin. Vous avez bien compris, à la suite de la présentation de ces 4 éléments, que je n'aborderai pas la théorie d'organisation de manière essentiellement conceptuelle. J'ai choisi 4 éléments clés, qui sont les éléments conceptuels, qui concernent vos pratiques de tous les jours, et qui sont les éléments incontournables à partir desquels vous pourrez vous dire, tiens, j'ai un bagage, un outillage en tant que manager qui me permet, avec les éléments théoriques que m'apporte la science organisationnelle, d'administrer à la fois un système et ses ressources humaines. Je vous donne rendez-vous sur la plateforme pour de plus amples informations et vous dis à bientôt. Merci beaucoup.